En mai 1945, le Reich allemand cessa d'exister. Les ruines de Berlin marquaient l'effondrement total d'un régime qui avait promis 1000 ans de pouvoir et survécu à peine 12. Avec la défaite, les armées alliées prirent le contrôle absolu et les dirigeants nazis firent face à des procès, des exécutions ou au suicide. Mais ils ne furent pas les seuls. Les femmes qui avaient vécu au cœur même du pouvoir se retrouvèrent piégées dans la chute. Sans protection, sans privilèges et sous le regard d'un monde décidé à détruire toute trace du nazisme, leur destin devint incertain et sombre. Elles n'étaient ni soldats ni généraux, mais elles étaient liées au cœur du régime et ont payé un prix inévitable. Que s'est-il passé avec elles lorsque les drapeaux du Reich sont tombés? Comment ont-elles affronté la défaite la plus absolue? Que signifiait être l'épouse d'un dignitaire nazi à la fin de la guerre? La dernière fiancée, Eva Braun, dans les ruines du Reich. Eva Anna Paula Braun est née dans la ville de Munich en février 1912. Son père, Friedrich Braun, travaillait comme enseignant dans une école de commerce, tandis que sa mère, Franziska Kronberger, se consacrait aux travaux ménagers. La famille appartenait à la classe moyenne catholique allemande et transmettait à ses filles un environnement de discipline et de valeurs traditionnelles. L'enfance d'Eva s'est développée dans ce cadre, sous des règles strictes qui ont façonné ses premières années. L'éducation formelle a commencé dans un couvent de religieuses franciscaines, puis s'est poursuivie dans une école secondaire. Là, elle s'est davantage tournée vers des intérêts pratiques et esthétiques que vers la vie académique. La mode, la natation et la gymnastique ont retenu son attention durant sa jeunesse. À 17 ans, elle a décidé d'abandonner ses études et de chercher un emploi, décision qui l'amènerait à intégrer un environnement qui changerait le cours de sa vie. En 1929, elle a rejoint le studio de photographie de Heinrich Hoffmann, photographe officiel du Parti national-socialiste. Cet espace fonctionnait comme point de rencontre pour les figures du cercle politique de Hitler. Eva a commencé comme assistante de laboratoire, développant des images et s'occupant du public. Dans cet environnement, elle a rencontré Adolf Hitler, alors un dirigeant en ascension qui utilisait déjà les images de Hoffmann comme outil de propagande. Présentée simplement comme Mademoiselle Eva, elle a attiré l'attention de Hitler, qui cherchait des occasions de converser avec elle et a commencé à lui envoyer de petits cadeaux. La relation s'est développée lentement, dans un cadre de réserve absolue. Hitler cultivait une image publique de leader complètement dévoué à l'Allemagne et considérait qu'une vie privée exposée pourrait affaiblir cette construction. Eva, encore adolescente, intégra ainsi un cercle intime dont ne faisaient pas partie les foules qui le suivaient lors des meetings. À partir de ce moment-là, sa vie s'est déroulée à l'ombre de cette double condition, présence proche et figure absente en public. La tension de cette situation s'est manifestée à plusieurs reprises. En 1932, elle a tenté de se suicider avec l'arme de son père. Elle a survécu et a été immédiatement prise en charge. 3 ans plus tard, elle a tenté à nouveau, cette fois en ingérant des somnifères. Elle s'en est également remise, mais les épisodes ont fait que Hitler l'a gardée plus proche et lui a assuré des commodités matérielles. À partir de la deuxième moitié de la décennie, Eva est devenue une visiteuse régulière du Berghof, la résidence privée de Hitler à Obersalzberg. Elle y vivait entre des promenades, des réunions sociales, le soin des animaux et une passion constante pour enregistrer en photographie et en cinéma domestique des scènes de la vie privée du Führer. Pendant la guerre, Eva était restée dans un rôle secondaire, presque toujours installée au Berghof ou à Munich. Le contact avec Hitler se limitait aux moments de détente, loin de la sphère politique. La correspondance qu'elle a entretenue avec sa famille et ses amis montre qu'elle se sentait souvent reléguée, bien qu'elle profitât d'un style de vie privilégié. Elle avait accès à des robes, des bijoux, des voyages et des résidences exclusives, mais manquait de protagonisme politique. Son rôle restait celui de compagne dans l'intimité, sans influence sur les décisions stratégiques du régime. Dans les derniers mois de la guerre, elle a pris une décision irrévocable, rester à Berlin avec Hitler. Lorsque la capitale était déjà encerclée par l'armée rouge, elle s'est installée dans le bunker de la chancellerie à la fin du mois d'avril de 1945. Elle a exprimé qu'elle ne souhaitait pas survivre à la défaite et que son destin était lié à celui de Hitler. Le bunker, situé sous le jardin de la chancellerie du Reich, consistait en un complexe souterrain avec des chambres étroites, des couloirs communicants et des bureaux improvisés.
Dans cet espace cohabitaient des secrétaires, des militaires de confiance et du personnel de service. Eva Braun partageait ses journées avec les enfants de Joseph et Magda Goebbels et maintenait une routine marquée par l'attente et l'incertitude. Le 29 avril, lorsque la situation militaire était déjà irréversible, Hitler épousa Eva Braun lors d'une brève cérémonie civile tenue dans le bunker lui-même. Les témoins étaient Joseph Goebbels et Martin Bormann. Après la signature de l'acte, ils offrirent aux présents une modeste réception avec du champagne et des douceurs. Le lendemain, le 30 avril, ils décidèrent tous deux de mettre fin à leur vie. Dans l'après-midi, ils se retirèrent dans le bureau privé de Hitler. Eva a ingéré du cyanure tandis que Hitler utilisait son arme à feu. En suivant les instructions préalables, le personnel a enveloppé les corps dans des couvertures et les a transportés jusqu'au jardin de la chancellerie. Là, ils les ont arrosés d'essence et les ont incendiés dans le but d'empêcher qu'ils ne tombent aux mains des soviétiques. Lorsque l'armée rouge a occupé les lieux, elle a trouvé les restes calcinés et les a transportés secrètement dans des installations sous contrôle soviétique. Selon des rapports ultérieurs, les fragments ont été enterrés, exhumés à plusieurs reprises et finalement détruits en 1970 sur ordre du KGB. La mort d'Eva Braun a clôturé une relation maintenue dans l'ombre pendant plus de 15 ans. Elle n'a jamais eu de rôle politique, mais son nom est resté lié à celui d'Hitler par sa décision de rester à ses côtés jusqu'à la fin. Son destin s'est entremêlé avec celui de sa sœur cadette, Gretel Braun, qui avait contracté mariage en 1944 avec l'officier des SS Hermann Fegelein. Fegelein fut arrêté dans les derniers jours d'avril 1945, accusé de désertion, et exécuté sur ordre direct d'Hitler. Gretel, enceinte, donna naissance à une fille quelques jours après la mort de sa sœur. Dans l'après-guerre, Gretel a fait face à des interrogatoires des Alliés et a vécu sous le poids du nom de famille. En 1954, elle s'est remariée en République fédérale d'Allemagne. Sa fille, Eva Barbara, a mis fin à sa vie en 1971 après un suicide motivé par la mort de son partenaire dans un accident. Avec cela, une autre branche de la famille Braun s'est fermée, marquée par les liens avec le régime national-socialiste et ses conséquences prolongées dans le temps. La mère obscure, Magda Goebbels et les enfants sans avenir. Johanna Maria Magdalena Ritschl est née à Berlin en novembre 1901. Elle était la fille d'Oskar Ritschl, ingénieur de formation modeste, et d'Auguste Berend. Après la séparation de ses parents, sa mère s'est mariée avec un commerçant juif nommé Richard Friedlander. Ce nouveau foyer lui a permis de grandir dans un environnement social diversifié, dans lequel Magda a évolué naturellement pendant son enfance. Elle a suivi des études dans des écoles privées de Bruxelles et, à la fin de la Grande Guerre, elle est retournée en Allemagne. Elle avait acquis une maîtrise de plusieurs langues et cultivé une présence raffinée, ce qui lui a permis d'accéder au cercle de la haute bourgeoisie. En 1921, elle a épousé Günther Kant, industriel prussien avec une fortune consolidée dans l'industrie textile et de l'armement. Kant, 2 décennies plus âgé qu'elle, occupait déjà une place importante dans l'économie allemande. L'union fut célébrée à Bad Godesberg et plaça Magda dans un environnement de résidences luxueuses à Berlin et de villas de repos dans le nord du pays. L'année suivante, leur fils Harald est né. Le mariage s'est détérioré rapidement. La différence d'âge et le caractère rigide de l'homme d'affaires ont précipité la séparation, qui a été officialisée en 1929. Magda a obtenu un appartement à Berlin et une somme considérable, tandis que Harald est resté sous la tutelle de son père, bien qu'il ait continué à rendre visite à sa mère. Cette même année, elle a rencontré Joseph Goebbels lors d'un meeting du Parti national-socialiste. Goebbels, chef de la propagande à Berlin, s'était distingué par son éloquence et par la construction d'un appareil de propagande efficace. Par l'intermédiaire de Heinrich Hoffmann, Magda a été présentée au cercle le plus proche de Hitler et a commencé à participer aux activités du parti. La relation avec Goebbels a progressé rapidement. En 1930, ils ont commencé à vivre ensemble et, l'année suivante, ils se sont mariés avec Adolf Hitler comme témoin principal. Ce lien l'a transformée en épouse du futur ministre de la propagande et lui a donné une place centrale dans l'élite politique. Le contact avec Hitler est devenu proche. Magda avait de longues conversations avec lui et le considérait comme une figure paternelle,
tandis que Goebbels montrait de la jalousie face à cette attention particulière. Pendant les années du Troisième Reich, Magda Goebbels était présentée comme l'incarnation de l'idéal féminin nazi. Mère de famille nombreuse, épouse dévouée et présence distinguée lors de manifestations officielles, elle apparaissait dans des photographies familiales diffusées comme propagande du modèle arien. Avec Joseph, elle a eu 6 enfants, Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig et Heidrun. Sur chaque image, les enfants apparaissaient habillés avec soin et projetés comme symbole de la jeunesse allemande. Contrairement à Eva Braun, dont l'existence restait dans l'ombre, Magda se montrait en public et jouait un rôle visible comme référence sociale. En avril 1945, lorsque l'armée rouge avançait sur Berlin, Joseph et Magda ont déplacé leurs enfants au Führerbunker sous la chancellerie du Reich. L'entrée a eu lieu à la mi-mois. Les enfants ont été installés dans une chambre du niveau inférieur avec des lits alignés. Dans le refuge cohabitaient militaires, secrétaires, médecins et personnel de service, tous conscients que la défaite était imminente. Magda gardait les enfants soignés, organisait des jeux pour les distraire et essayait de conserver une routine domestique au milieu de l'enfermement. Le 30 avril, après le suicide d'Hitler et d'Eva Braun, la situation dans le bunker a changé. Joseph et Magda ont exprimé leur décision de ne pas survivre à l'effondrement et d'y inclure leurs enfants. Le 1er mai, un dîner a été organisé auquel ont participé les enfants, leurs parents et une partie du personnel. Il n'y avait aucun indice pour les mineurs de ce qui se passerait ensuite. Cette même nuit, selon le témoignage du dentiste des SS Helmut Kunz, les enfants ont reçu des injections de morphine pour dormir. Une fois inconscients, le médecin Ludwig Stumpfegger a introduit des capsules de cyanure dans leur bouche et les a écrasés. Les 6 corps ont été alignés dans leur lit. Le lendemain, le 2 mai, Joseph et Magda quittèrent l'intérieur de l'abri. Ils ingérèrent des capsules de cyanure et moururent dans le jardin de la chancellerie. Le corps de Goebbels fut achevé par un coup de feu. Les 2 cadavres furent arrosés d'essence et incendiés, bien que les flammes n'aient pas pu les détruire complètement. Des troupes soviétiques trouvèrent ensuite les restes, ainsi que les corps d'autres dirigeants nazis. Avant de mourir, Magda avait écrit plusieurs lettres. L'une d'elles était adressée à son fils Harald, prisonnier de guerre à ce moment-là. Elle y affirmait sa décision de mourir avec ses enfants et exprimait une loyauté absolue à Hitler. D'autres notes rédigées dans le bunker ont été recueillies par des officiers soviétiques et transférées à Moscou. Elle y argumentait que ses enfants ne devaient pas grandir dans un monde postérieur au national-socialisme. Sa décision a causé une commotion même parmi les personnes présentes dans le bunker. Certains ont suggéré que les enfants pouvaient être évacués ou confiés à des membres de la famille. Magda refusa, insistant sur le fait que la mort était préférable à la défaite. Les corps des enfants ont été découverts par des soldats soviétiques et les autopsies ont confirmé l'ingestion de cyanure. Leurs restes, ainsi que ceux de leurs parents, ont été secrètement transférés dans des installations soviétiques. Harald Quandt a survécu à la guerre en tant que prisonnier allié. Après sa libération, il a hérité d'une partie de la fortune de la famille Quandt et est devenu un homme d'affaires éminent dans l'Allemagne d'après-guerre. Il n'a jamais parlé publiquement des lettres reçues ni de la mort de ses demi-frères, gardant le silence sur l'épisode qui a marqué sa mère et le cercle intime de Hitler dans les derniers jours du Reich. Privilège brisé, Gerda Bormann, entre fuite et mort. La famille Buck respirait le national-socialisme bien avant que le mouvement n'atteigne le pouvoir. Walter Buck avait été l'un des premiers militants du parti et deviendrait le juge suprême du tribunal d'honneur du NSDAP. Sa fille Gerda a grandi en 1909 à Constance, entourée de symboles, discours et réunions politiques qui marqueraient son adhésion précoce à l'idéologie nazie. Au cours de la décennie 1920, la jeune Gerda a rencontré Martin Bormann, un homme de 6 ans son aîné qui essayait de se frayer un chemin dans les rangs du parti. Bormann avait rejoint le NSDAP en 1927 et s'était immédiatement lié au SA, l'organisation paramilitaire qui assurait le contrôle des rues. C'est lors de ces réunions qu'il se lia d'amitié avec Walter Buck et rencontra Gerda. La relation s'est rapidement intensifiée et en 1929, ils se sont mariés. Le pouvoir a transformé radicalement la vie du couple Bormann. Lorsque Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, Martin a été nommé chef de cabinet de Rudolf Hess, vice-führer du Reich.
La véritable opportunité est arrivée en 1941, lorsque Hess s'est envolé pour l'Écosse et a perdu toute pertinence politique. Bormann a pris sa place en tant que secrétaire personnel de Hitler, devenant l'homme qui contrôlait l'accès au Führer. Depuis cette position, il filtrait les décisions, distribuait des faveurs et punissait les désobéissances. Gerda, en tant qu'épouse de l'homme le plus proche d'Hitler, est devenue membre de l'élite du Reich. La vie des Bormann se déroulait dans des demeures confisquées, avec du personnel domestique à leur disposition et des ressources matérielles obtenues grâce au contrôle de Martin sur les biens saisis aux Juifs et opposants. Gerda partageait ce style de vie avec Naturel, administrant les maisons familiales et organisant la vie sociale. Entre 1930 et 1943, elle a donné naissance à 10 enfants. Adolf Martin, Irmgard, Heinrich, Eva, Gerda, Fritz, Volker, Udo, Elo et Rudolf. L'éducation était marquée par l'endoctrinement. Gerda transmettait à ses enfants l'idéologie du régime, encourageant le culte de Hitler et l'obéissance absolue. La famille était fréquemment visitée par de hauts dignitaires et les enfants étaient considérés comme un exemple de la grande famille nationale-socialiste. Les témoignages ultérieurs de certains d'entre eux ont décrit l'éducation reçue comme rigide et dominée par des références politiques, en contraste avec la vie de privilèges matériels qu'ils appréciaient. Avec la chute du Reich au printemps de 1945, la position de Gerda changea de manière abrupte. Alors que les Soviétiques encerclèrent Berlin, Bormann organisa la dispersion de sa famille. 5 des enfants lui furent confiés, tandis que Gerda s'échappa avec les 4 autres en se faisant passer pour directrice d'un foyer pour enfants. Sous de fausses identités, ils ont voyagé dans un bus scolaire à destination du Tyrol du Sud, en Italie. L'intention était d'atteindre une zone de refuge où une certaine présence nazie se maintenait encore et de là réorganiser leur avenir. Martin Bormann, en parallèle, a essayé de fuir Berlin avec d'autres dirigeants à l'aube du 2 mai 1945. Il a été vu pour la dernière fois dans les environs de la gare de Lehrter après avoir tenté de traverser les lignes soviétiques. Pendant des années, son destin a été un mystère. En 1972, des restes humains ont été localisés dans ce secteur de Berlin qui ont été identifiés comme les siens, confirmant qu'il était mort en 1945, probablement par suicide avec du cyanure. Gerda s'est installée dans une petite localité près de Bolzano. Là, elle a trouvé une protection temporaire grâce à des contacts du parti qui ont assuré un endroit pour cacher des documents et des biens. Cependant, elle présentait déjà des symptômes graves d'une maladie qui se développait depuis longtemps. Sa belle-sœur, Elisabeth Bormann, a témoigné que Gerda souffrait de douleurs abdominales intenses qui ne cessaient pas. Lorsqu'elle a été examinée par un médecin local, on lui a diagnostiqué un cancer des ovaires à un stade avancé. La progression de la maladie a coïncidé avec sa capture. Les services de renseignement britanniques ont identifié son emplacement et l'ont interrogé en 1945. Craignant d'être transférée dans un camp de prisonniers, Gerda a montré de la panique, bien qu'il lui ait finalement été permis de recevoir des soins médicaux. Elle a été opérée dans un hôpital militaire à Merano, sans succès. Consciente de l'imminence de sa mort, elle a demandé une assistance religieuse et s'est convertie formellement au catholicisme, une décision qui a surpris même sa famille, par la rapidité avec laquelle elle a abandonné ses convictions précédentes. Gerda est morte le 23 mars 1946 à seulement 36 ans. Sa fin fut discrète et passa inaperçue par rapport au sort d'autres membres de l'élite nazie. Ses restes furent enterrés au Tyrol. Le sort des 10 enfants des Bormann fut marqué par le nom de famille. Certains furent confiés à des familles adoptives après la guerre. D'autres ont grandi dans des institutions de bienfaisance. Adolf Martin, l'aîné, est devenu prêtre catholique dans les années 60 et a travaillé sur des projets de réconciliation. Volker, un autre des fils, est mort jeune dans des circonstances tragiques. Eva et Gerda se sont installés en Bavière et ont vécu sous de nouveaux noms de famille. Le nom de famille Bormann était, dans l'après-guerre, synonyme de répression, de corruption et de clandestinité, ce qui rendait difficile la réintégration de leurs descendants. L'infirmière loyale, Margaret Himmler, sous le poids du bourreau. Un voyage en train entre Munich et Berlin en 1922 a marqué le début du lien entre Margaret Boden et Heinrich Himmler. Elle avait une formation d'infirmière, venait d'une famille aisée de Poznan avec des propriétés agricoles
et dépassait en âge le jeune étudiant qui commençait à peine à se rapprocher du Parti national-socialiste. Pendant le trajet, ils ont discuté de discipline, de service et de patriotisme, des valeurs qui les ont unis dès le début. Margaret avait servi dans des hôpitaux de campagne pendant la Première Guerre mondiale. Elle y a connu la rigueur militaire et l'environnement nationaliste qui imprégnaient le Reich. Après le conflit, elle a continué à travailler comme infirmière et s'est engagée dans des activités de bienfaisance. Himmler, avec son caractère méticuleux et son idéalisation de la vie rurale allemande, a trouvé en elle une compagne prête à partager cette vision. Le mariage a eu lieu en juillet 1928. En cadeau, ils ont reçu un terrain agricole à Waldrudering, près de Munich, où ils prévoyaient de vivre comme fermiers. Pour Himmler, le modèle paysan était un exemple de pureté raciale et d'ordre social. Margaret a soutenu cette aspiration et s'est impliquée dans la gestion de la ferme. Cependant, les difficultés économiques et l'ascension politique de Himmler ont rapidement dévié la vie du couple vers d'autres chemins. En 1929, Himmler fut nommé chef des SS. À partir de ce moment, la position de Margaret changea radicalement. Elle s'intégra à l'élite sociale du régime, participant à des actes de charité, des visites hospitalières et des cérémonies organisées par des associations féminines du parti. En tant que bénévole de la Croix-Rouge allemande, elle renforça l'image d'une épouse disciplinée et engagée envers la communauté. La même année est née sa fille Gudrun. Depuis l'enfance, elle a été présentée dans des cercles officiels comme un exemple de la jeunesse aryenne. Les photos de famille la montraient aux côtés de son père lors d'événements publics, vêtue de costumes traditionnels bavarois ou d'uniformes pour enfants. Elle était connue comme la fille du Reichsführer SS et est devenue une figure reconnaissable dans l'environnement du pouvoir. Margaret supervisait son éducation avec rigueur et transmettait l'idéologie nationale-socialiste dans la vie familiale. Le foyer des Himmler combinait privilèges et discipline stricte. Margaret organisait la vie domestique, entretenait des relations avec d'autres épouses de dirigeants et faisait office d'hôtesse lors de réunions sociales. Sa présence n'atteignait pas la notoriété publique de femmes comme Magda Goebbels, mais elle était connue dans le milieu des SS pour sa participation à des œuvres de bienfaisance. La stabilité s'est rompue avec la double vie de Himmler. Depuis 1936, il entretenait une relation avec sa secrétaire Hedwig Potast, avec qui il eut 2 enfants. Margaret apprit la situation en 1941. Bien que cela ait causé des tensions, cela ne déboucha pas sur une séparation. Elle accepta de continuer comme épouse officielle, tandis que son mari partageait son temps entre les 2 familles. La guerre a intensifié cette dynamique. Himmler s'est consolidé comme l'un des hommes les plus puissants du régime, à la tête des SS, de la Gestapo et du système de camps de concentration. Margaret, en parallèle, se consacrait aux visites hospitalières, à l'envoi de secours aux soldats et aux actes de propagande qui montraient la solidarité féminine avec le front. Son rôle demeurait dans le cadre de l'appareil social, sans accès aux décisions politiques. Au cours des derniers mois du conflit, Himmler a tenté des contacts secrets avec les Britanniques et les Américains pour négocier une reddition partielle, ce qui a signifié une trahison directe envers Hitler. Après l'échec de ses démarches, il a essayé de fuir déguisé en simple soldat sous un faux nom. Il a été arrêté par les Britanniques en mai 1945 et, pendant la fouille, il a réussi à ingérer une capsule de cyanure cachée, mourant immédiatement. Margaret se trouvait alors dans le sud de l'Allemagne avec Gudrun. Toutes 2 ont été arrêtées par les troupes américaines dans le Tyrol italien. Dans le manteau de Margaret, une capsule de cyanure a été trouvée cousue, indiquant qu'elle était également prête à se suicider. Mère et fille ont été transférées d'abord à Vérone, puis à Rome et enfin en Allemagne. Durant les interrogatoires, Margaret a insisté sur le fait qu'elle ne participait pas à la politique et qu'elle ignorait les activités des SS. Elle a affirmé qu'elle avait seulement été mère et infirmière, sans accès à des informations sensibles. Les rapports des services de renseignement alliés indiquaient toutefois qu'elle entretenait des contacts fréquents avec d'autres épouses de dignitaires et qu'elle connaissait de près les privilèges du régime. Internée avec sa fille à Augsbourg jusqu'à 1946, elle a fait face à des processus de dénazification. Initialement classée comme infracteur principal en raison de sa position et des avantages reçus, après des appels, sa catégorie a été réduite à bénéficiaire du national-socialisme.
Elle a perdu sa pension, son droit de vote et a été condamnée à de brefs travaux forcés. Pendant l'après-guerre, elle vécut dans un anonymat relatif. Elle déménagea à Ippen, près de Bielefeld, où elle résida avec sa sœur Lydia. Elle évita les interviews et ne laissa pas de mémoire. Des documents officiels enregistrent des tentatives répétées de récupérer des biens confisqués, sans résultat. Elle mourut en août 1967 à l'âge de 16 ans. Elle ne laissa aucun témoignage public sur les crimes du régime ni sur la figure de son mari, maintenant jusqu'à la fin un silence qui reflétait la distance entre la vie privée et la magnitude historique des faits. Loyauté aveugle, Ilse Hess enchaînée au destin de son mari. Les cercles culturels de Munich, dans la décennie suivant la défaite de 1918, réunissaient des anciens combattants, des étudiants et des nationalistes en quête de réponse à l'effondrement de l'Empire allemand. C'est dans cette ambiance qu'Ilse Pröll a rencontré Rudolf Hess vers 1920. Elle était arrivée dans la ville pour poursuivre des études en philologie et littérature allemande. Lui, un vétéran décoré, revenait du front avec des blessures visibles et le poids de l'expérience guerrière. La rencontre a eu lieu lors de réunions où étaient débattus des sujets littéraires, philosophiques et politiques. Tous deux partageaient une admiration pour les poètes romantiques comme Hölderlin et pour des compositeurs comme Wagner, ainsi qu'un intérêt commun pour le destin de l'Allemagne après le traité de Versailles. Ilse venait d'une famille aisée de Hanovre, avec une tradition académique maternelle et des ressources provenant de l'industrie textile paternelle. L'affinité intellectuelle s'est rapidement transformée en un engagement personnel et politique, lorsque tous deux se sont rapprochés du mouvement national-socialiste. La relation s'est consolidée avec l'entrée de Hess dans le cercle intime de Hitler, d'abord en tant qu'assistant, puis plus tard en tant que lieutenant. En 1927, Ilse et Rudolf se sont mariés à Munich. Depuis lors, elle a assumé un rôle actif dans les tâches du parti, allant de la propagande de rue à la charité organisée par les associations féminines. Bien qu'elle n'ait pas occupé de poste politique, elle a été reconnue comme militante fidèle au régime et comme soutien constant de son époux. Ilse a participé à l'étape de formation du mouvement, distribuant des tracts, plaçant des affiches et collaborant à l'édition du journal officiel. Elle agissait également comme secrétaire de Hess dans les tâches administratives qu'il réalisait pour Hitler. La loyauté d'Ilse est devenue encore plus visible après le coup d'État manqué de la brasserie en 1923 lorsque Rudolf, avec d'autres militants, a été emprisonné. Pendant cette période, Ilse a rendu visite régulièrement à son fiancé en prison, consolidant un lien qui resterait inébranlable. En 1937 est né leur fils unique, Wolf Rüdiger Hess. La famille résidait à Munich et entretenait des relations fréquentes avec d'autres dignitaires nazis. Tandis que Rudolf consacrait de longues journées au service d'Hitler, Ilse s'occupait de la vie domestique et de l'éducation, toujours sous l'idéologie du parti. Le 10 mai 1941, Rudolf Hess entreprit un vol en solitaire vers l'Écosse, pilotant un chasseur Messerschmitt dans le but de négocier une paix séparée avec le Royaume-Uni. Après avoir atterri près de Glasgow, il fut capturé par des paysans locaux et remis aux autorités britanniques. L'action déconcerta le régime et provoqua la colère d'Hitler qui le démit de toutes ses fonctions et le qualifia de traître. En Allemagne, Ilse a fait face à cette nouvelle réalité. D'épouse d'un hiérarque, elle est passée à être vue comme la femme d'un homme déshonoré par le sommet nazi. Malgré cela, elle est restée loyale à Rudolf. Elle a continué à lui écrire sous la stricte censure britannique et a maintenu son image dans des cercles privés en défendant qu'il avait agi par patriotisme. Avec la chute du Troisième Reich en 1945, Ilse a été arrêtée par des troupes américaines en Bavière. Elle est passée par des centres d'internement à Augsbourg et Nuremberg, où elle a été interrogée sur son militantisme et les activités de son mari. Elle a prétendu que son rôle avait été domestique et social, sans participation aux décisions politiques. Les rapports alliés l'ont classée comme suiveuse secondaire, bien que toujours loyale au national-socialisme. Pendant les procès de Nuremberg, Rudolf Hess a comparu comme principal accusé pour conspiration et crimes contre la paix. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité et envoyé à la prison de Spandau, à Berlin. Ilse, après avoir été soumise à un processus de dénazification en 1948, a été classée comme Mittelführerin, c'est-à-dire suiveuse passive.
Cette catégorie impliquait la perte de droits politiques et de biens liés au parti, mais ne comportait pas de condamnation prolongée. Elle a retrouvé la liberté cette même année et s'est installée avec son fils en Bavière, où ils ont mené une vie discrète. À partir de ce moment, Ilse a orienté ses efforts vers la défense publique de son mari. En 1952, elle a publié le livre Rudolf Hess, Ich kenn ihn, dans lequel elle le présentait comme un homme intègre et visionnaire. 2 ans plus tard, elle a édité Rudolf Hess, Brief aus Nürnberg, une compilation des lettres écrites par Rudolf pendant les procès. Au fil du temps, elle a publié plus de volumes de correspondances et de témoignages, construisant une narrative destinée à le montrer comme prisonnier politique. Le régime de détention à Spandau permettait des visites contrôlées. Ilse se rendait régulièrement avec son fils, engageant des conversations surveillées avec Rudolf. Après 1966, lorsque Hess est resté le seul prisonnier à Spandau, ces visites ont pris une importance encore plus grande. Ilse est devenu le principal lien du détenu avec l'extérieur et sa défenseuse la plus constante. Le 17 août 1987, Rudolf Hess est mort en prison à l'âge de 93 ans. La version officielle indiquait qu'il s'était suicidé en se pendant avec un câble, bien que son fils et des cercles proches aient soutenu des théories alternatives sur une possible conspiration. Ilse a rejeté l'explication officielle et a soutenu l'idée que son mari avait été victime d'un meurtre déguisé. Au cours des années suivantes, Ilse a continué d'être une figure de référence dans les groupes néo-nazis et révisionnistes en Allemagne et en Autriche. Elle a collaboré avec des publications d'extrême droite, assisté à des événements privés et entretenu une correspondance avec des sympathisants qui la considéraient comme un symbole de loyauté inébranlable. Elle est décédée en Bavière en 1995, à l'âge de 95 ans, sans jamais renoncer à la défense de la mémoire de Rudolf Hess. La veuve de la terreur, Lina Heydrich, et l'héritage de l'Holocauste. Le 6 décembre 1930, lors d'un bal organisé à Kiel, Lina von Osten rencontra Reinhard Heydrich. À 19 ans, elle s'était déjà affiliée au Parti national-socialiste et participait à des organisations de jeunesse féminine du mouvement. Elle provenait de la petite noblesse rurale prussienne de l'île de Fehmarn, fille d'un professeur et d'une mère dédiée à l'administration du foyer. Son enfance se déroula dans un environnement de discipline et de nationalisme conservateur. Heydrich, 27 ans, avait été expulsé de la marine à cause d'un scandale amoureux. Il était grand, athlétique et blond, avec des traits considérés comme ariens, bien que sa silhouette impressionnait plus par sa dureté que par son harmonie. Lina fut impressionnée par sa détermination et son ambition. Quelques semaines après leur rencontre, ils se fiancèrent, et le 26 décembre 1931, ils se marièrent. C'est Lina qui l'a poussé à se rapprocher du parti nazi. À une période où Heydrich était sans emploi, elle l'a encouragé à rencontrer Heinrich Himmler, chef des SS. Grâce à cette démarche, il a obtenu un poste dans le service de renseignement nouvellement créé, le Sicherheitsdienst. Cette entrée en 1931 s'est avérée décisive pour le début d'une carrière fulgurante. Le couple s'est installé à Berlin et a rapidement bénéficié de privilèges matériels. Lina a fièrement assumé son rôle d'épouse d'un dirigeant en ascension. Ils ont eu 4 enfants, Klaus, Heider, Silke et Marthe. Elle s'occupait de la vie domestique et entretenait des liens avec d'autres épouses de dignitaires nazis. Ils résidaient dans des propriétés accordées par le régime et faisaient partie d'un milieu de privilèges réservé à l'élite du pouvoir. La nomination de Heydrich en tant que chef de la Gestapo en 1934, puis comme responsable de l'Office central de la sécurité du Reich, a consolidé la position de la famille. Lina participait à des réceptions et des événements officiels, se projetant comme une femme loyale et ambitieuse. Bien que sans rôle politique direct, elle était reconnue comme une figure proche du pouvoir, qui soutenait la carrière de son mari. En septembre 1941, Heydrich fut désigné Reichsprotektor adjoint de Bohême et Moravie. La famille s'est installée au château de Panenskie Brezany, une résidence confisquée à des propriétaires juifs en périphérie de Prague. De là, Lina gérait la vie de famille et participait à des événements sociaux, tandis que Heydrich imposait un régime de répression qui le rendait l'un des hommes les plus redoutés du Reich. Le 27 mai 1942,
Il a subi un attentat organisé par des parachutistes tchèques formés en Grande-Bretagne. Une grenade lancée contre sa voiture l'a gravement blessé. Après plusieurs jours d'agonie, il est mort le 4 juin dans un hôpital de Prague. Ses funérailles à Berlin ont été un acte d'État auquel ont assisté Hitler et la hiérarchie nazie. Lina, âgée de 31 ans, est devenue veuve de l'un des dirigeants les plus puissants du régime. Hitler ordonna qu'on lui accorde des bénéfices extraordinaires. Elle reçut une pension à vie et des propriétés à Fehmarn, en plus de la reconnaissance officielle comme veuve de héros. Son statut lui assura une vie aisée pendant les dernières années de la guerre. Avec la défaite allemande, elle fut arrêtée par les forces alliées. En 1946, elle comparut devant un tribunal de dénazification. Les charges se concentraient sur son appartenance au parti, l'appropriation de biens confisqués et sa proximité avec l'un des principaux responsables de l'Holocauste. Faute de preuves de participation directe à des crimes, elle fut acquittée et classée comme Mitläuferin, catégorie de suiveuse passive. Elle récupéra une partie de ses biens et conserva la pension de l'État. Elle s'est de nouveau installée à Fehmarn, où elle a dirigé une pension touristique et une ferme. Pendant les décennies des 1950 et 1960, elle a entrepris des poursuites judiciaires contre l'État allemand pour garantir et étendre ses droits. En 1956 et 1959, elle a obtenu des jugements favorables qui lui ont permis de recevoir des pensions complètes en tant que veuve de fonctionnaire. Lina ne s'est jamais éloignée de la figure de son mari. Dans des interviews, elle l'a défendu comme un homme discipliné et loyal à l'Allemagne. En 1976, elle a publié ses mémoires sous le titre « Leben mit einem Kriegsverbrecher », où elle a raconté sa vie conjugale et justifié la trajectoire de Heydrich, le présentant comme un serviteur de l'État plutôt que comme un exécuteur du génocide. Dans les années suivantes, elle a accordé des interviews dans lesquelles elle a réitéré que son mari avait été victime d'une diabolisation injuste. Il est mort à Fehmarn le 14 août 1985 à 74 ans. Jusqu'à la fin de sa vie, il a défendu la mémoire de Heydrich et conservé les bénéfices accordés par l'État, devenant un exemple de la manière dont le réseau de soutien et de privilèges du régime a survécu, à certains égards, au-delà de la défaite militaire. Du luxe au vide, Emmy Göring après la chute du Reich. La scène était l'élément naturel d'Emma Johanna Henny Sonman. Depuis sa jeunesse à Hambourg, où elle était venue au monde le 24 mars 1893, Emmy avait défié la volonté de son père pour poursuivre une carrière artistique. Carl Sonman, propriétaire d'une fabrique de chocolat, s'opposait à ce que sa fille se consacre au théâtre, mais Emmy réussit à s'imposer et, durant la République de Weimar, elle consolida sa carrière d'actrice. Son style d'interprétation était marqué par la formation classique et il a rapidement acquis une certaine notoriété dans le théâtre germanophone. Bien qu'il ne soit pas devenu une star du cinéma parlant, sa présence sur des scènes prestigieuses lui a assuré une place dans la vie culturelle de l'époque. En 1932, lors d'un événement social à Berlin, il a rencontré Hermann Göring. Göring était un héros de la Première Guerre mondiale et l'un des principaux dirigeants du parti nazi. Veuf depuis 1931, après la mort de sa première épouse Karin, il s'intéressa à l'actrice, avec qui il commença une relation qui devint rapidement officielle. Le couple se maria en 1935, lors d'une cérémonie à laquelle assista Adolf Hitler, qui était le témoin principal. Grâce à ce lien, Emmy en vint à occuper un rôle symbolique dans la hiérarchie du Troisième Reich. Comme Hitler restait célibataire et évitait d'afficher une compagne, c'était elle qui remplissait souvent, lors de nombreux événements, la fonction de première dame du Reich. Elle accompagnait Göring lors des cérémonies officielles, défilés et réceptions diplomatiques, apparaissant sur des photographies et dans les actualités comme un exemple de la femme allemande distinguée et élégante. Sa présence sur la scène politique a été utilisée comme ressource de propagande pour donner un visage féminin au régime. La vie privée des Göring se déroulait dans un cadre de luxe démesuré. Résidant dans le manoir de Karinhall, construit en mémoire de la première épouse de Göring, la famille profitait d'œuvres d'art confisquées, de meubles de valeur et de collections provenant de pillages dans les territoires occupés. Emmy participait à l'organisation de réceptions et banquets où se rendaient des dignitaires nazis, des diplomates étrangers et des personnalités culturelles proches du régime.
En 1938, sa fille unique, Eda Göring, est née. La fillette a été élevée dans un environnement de privilèges, entourée de personnel domestique et d'objets de luxe. Amy s'est consacrée à son éducation durant les premières années, tout en continuant à apparaître lors d'événements officiels. Sa carrière artistique a été reléguée au second plan, bien qu'elle maintenait le contact avec des cercles théâtraux berlinois. Avec le déclenchement de la guerre en 1939, la position de la famille est restée au sommet du pouvoir. Göring dirigeait la Luftwaffe et conservait de l'influence au gouvernement, tandis qu'Amy restait une figure visible lors des cérémonies publiques. La vie à Carinhall continuait d'être marquée par des fêtes, des chasses et des réceptions, même lorsque la guerre avançait avec des résultats de plus en plus défavorables pour l'Allemagne. La défaite du Reich en 1945 a mis fin à ce monde. En avril de cette année-là, avec l'avancée soviétique sur Berlin, Göring a ordonné la destruction de Carinhall pour éviter qu'elle ne tombe intacte entre des mains ennemies. Amy s'est enfuie avec sa fille vers le sud de l'Allemagne, cherchant refuge en Bavière. Le 7 mai 1945, elle a été arrêtée par des troupes américaines à Fischhorn, en Autriche, et séparée d'Eda, qui a été placée sous garde militaire. Lors des interrogatoires alliés, Amy a été questionnée sur sa participation au régime et sur l'origine des collections artistiques accumulées à Carinhall. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais eu de rôle politique et qu'elle s'était contentée d'accompagner son mari lors d'événements sociaux. Les enquêteurs, cependant, la considéraient comme une bénéficiaire directe du pillage culturel et de l'expropriation des biens juifs. Lors des processus de dénazification ultérieurs, Amy Göring a été classée comme coupable mineure et condamnée à 1 an de prison. De plus, environ 30% de ses biens ont été confisqués et il lui a été interdit d'exercer sa profession d'actrice pendant 5 ans. Elle a purgé sa peine dans des camps d'internement entre 1945 et 1946 et ensuite dans une prison allemande jusqu'à ce qu'elle soit libérée. L'après-guerre a représenté une chute radicale de son niveau de vie. Avec le régime détruit et les biens confisqués, Amy s'est installée dans un petit appartement à Munich où elle a vécu modestement avec sa fille. Elle a essayé de reprendre sa carrière artistique, mais l'interdiction initiale et le discrédit public l'en ont empêchée. Dans les années 1950, elle a tenté de publier ses mémoires, mais les tentatives ont échoué en raison du manque d'intérêt éditorial et du rejet social envers les figures associées au nazisme. Malgré ces limitations, Amy réussit à se maintenir avec des travaux sporadiques et le soutien d'anciens contacts personnels. Elle ne retrouva jamais la notoriété dont elle avait joui dans les années 30. Pendant les décennies de 1960 et 1970, elle resta en grande partie éloignée de la vie publique. Elle est décédée le 8 juin 1973 à Munich, à l'âge de 80 ans. Son enterrement a eu lieu dans l'intimité familiale, sans honneur ni attention publique. Sa fille Eda a continué à vivre en Bavière, revendiquant occasionnellement la mémoire de son père, mais conservant un profil discret qui contrastait avec la visibilité qui avait caractérisé la vie d'Amy pendant les années du régime. Entre les barbelés, Hedwig Höss à l'ombre d'Auschwitz. La villa familiale se dressait à quelques mètres des barbelés. Depuis ses fenêtres, on pouvait voir les baraquements, les tours de surveillance et les cheminées qui fumaient constamment. Hedwig Hensel était arrivée à cet endroit en 1940 avec son époux Rudolf Höss, quand il fut désigné commandant du camp de concentration d'Auschwitz. Pour Hedwig, née à Baden-Baden en 1908 dans une famille de classe moyenne sans lien notoire avec la politique, cet endroit représentait la stabilité et la prospérité en temps de guerre. Sa jeunesse s'était déroulée dans un environnement domestique conventionnel, centré sur la formation propre aux femmes de son époque. Au début des années 20, elle avait rencontré Rudolf Höss, vétéran de la Première Guerre mondiale et membre en ascension au sein du mouvement national-socialiste. Le lien entre les deux s'est consolidé rapidement et en 1929, ils se sont mariés. Après le mariage, Hedwig s'est intégrée dans la vie d'une famille marquée par la discipline et l'idéologie du national-socialisme. Rudolf montait dans la hiérarchie des SS, ce qui signifiait des déplacements fréquents et de nouvelles responsabilités. Au fil du temps, ils ont eu 5 enfants, Klaus, Heidetraut, Inge Brigitte, Annegret et Hans Rudolf.
Le logement à Auschwitz comptait avec un service domestique, des provisions abondantes et un niveau de vie bien supérieur à celui dont jouissait la majorité des Allemands pendant la guerre. Hedwig administrait la maison avec l'aide de femmes prisonnières qui travaillaient comme servantes, nettoyant les chambres et s'occupant du jardin, toujours sous la surveillance des SS. La proximité entre la vie familiale et le camp d'extermination a été soulignée dans de nombreux témoignages ultérieurs. Des survivants ont déclaré avoir vu Hedwig se promener à cheval dans les environs, parfois accompagnée de ses enfants. Elle a également été mentionnée comme réceptrice d'objets de valeur et de vêtements provenant des biens confisqués aux prisonniers. Le degré de connaissance que Hedwig avait sur le fonctionnement du camp a été l'objet de débats. Dans ses déclarations ultérieures, elle a affirmé qu'elle n'avait jamais su précisément ce qui se passait à Auschwitz, que son mari lui cachait les détails et qu'elle se limitait à s'occuper de la maison et des enfants. Cependant, les témoignages de survivants et la proximité physique des installations soulèvent des questions sur cette version. Les odeurs provenant des crématoriums, le transit constant de trains chargés de déportés et la visibilité des barbelés faisaient partie du paysage quotidien. Plusieurs femmes déportées se sont souvenues avoir travaillé dans la villa, décrivant les chambres élégamment meublées et le contraste avec les conditions du camp. Certaines ont mentionné avoir vu Hedwig recevoir des cadeaux et des objets qui ne provenaient clairement pas de canaux commerciaux normaux. En janvier 1945, avec l'approche de l'armée rouge, la famille Höss a quitté Auschwitz et s'est d'abord déplacée à Ravensbrück puis à d'autres points d'Allemagne. Rudolf a essayé de se cacher sous une fausse identité, tandis que Hedwig est restée en charge des enfants dans un pays en ruine. En avril, elle a été arrêtée par des troupes britanniques avec une partie de sa famille. Lors des interrogatoires initiaux, Hedwig a insisté sur le fait qu'elle n'avait eu aucune participation dans des activités politiques ni connaissance des crimes commis à Auschwitz. Son récit présentait une femme au foyer étrangère aux affaires du camp, dédiée uniquement aux soins de sa famille. Aux questions directes sur les chambres à gaz ou les exécutions massives, elle a répondu par des échappatoires ou par des dénégations catégoriques. Les chercheurs, cependant, se méfiait de cette version, considérant impossible qu'elle ait vécu dans cet environnement sans remarquer ce qui se passait. Malgré ses soupçons, elle n'a jamais été formellement accusée de crimes de guerre, alors que Rudolf Höss était jugé en Pologne et condamné à mort en 1947. Elle a été libérée après une période de détention. La décision était fondée sur l'absence de preuves documentaires ou testimoniales établissant une participation active aux activités du camp. Après sa libération, Hedwig a refait sa vie en silence. Elle s'est installée en Allemagne de l'Ouest avec une partie de ses enfants, cherchant à rester à l'écart de l'attention du public. Lors d'entretiens occasionnels après-guerre, elle a toujours maintenu la ligne de défense, ignorance de ce qui s'était passé à Auschwitz et absence d'implication personnelle. Sa fille Inge Brigitte a déclaré des années plus tard que la mère parlait à peine du passé et que le sujet était évité au sein de la famille. Dans la décennie de 1950, certains des enfants ont émigré. Inge Brigitte a déménagé aux États-Unis après avoir épousé un citoyen américain s'installant en Virginie. Hedwig a voyagé à plusieurs reprises pour lui rendre visite et a fini par résider pendant de plus longues périodes en dehors de l'Allemagne. Au cours de ces années, elle a vécu discrètement, sans interview ni apparition publique. La dernière étape de sa vie s'est déroulée dans l'anonymat. Elle est décédée le 15 septembre 1989, à 81 ans, à Arlington, Virginie, où elle s'était installée avec sa fille. Elle a été enterrée sous une simple pierre tombale ne portant que le mot « Mutti », mère, en allemand. Son nom de mariée n'a pas été mentionné, ni aucune référence à son lien avec Rudolf Höss. Ombre féminine, épouse et amante à la fin du nazisme. Les femmes liées au cercle national-socialiste ne se limitèrent pas aux figures les plus visibles. Au-delà d'Eva Braun, Magda Goebbels ou Lina Heydrich, il y avait d'autres épouses et amantes dont la proximité au pouvoir a marqué des destins traversés par des privilèges, des ruptures et des silences. Leur trajectoire offre une mosaïque complémentaire qui montre comment la chute du Troisième Reich a impacté des sphères intimes et familiales. Gretel Braun a grandi dans l'ombre de sa sœur Eva. En 1944, elle a atteint sa propre importance en épousant Hermann Fegelein, officier des Waffen-SS et collaborateur proche de Heinrich Himmler.
Le mariage, célébré avec faste et en présence de Hitler, a consolidé sa position sociale. Cependant, moins d'un an plus tard, la défaite a également emporté son destin personnel. En avril 1945, alors que Berlin était assiégé, Fegelein a été accusé de désertion et d'appropriation de biens pillés. Hitler a ordonné son exécution. Gretel, enceinte, est devenue veuve à peine âgée de 29 ans. Après l'accouchement, elle a nommé sa fille Eva Barbara en mémoire de sa sœur. Après-guerre, elle a vécu discrètement et avec des ressources limitées jusqu'à ce qu'en 1954, elle épouse l'entrepreneur textile Kurt Berlinghoff. La tragédie l'a atteinte à nouveau en 1971 lorsque sa fille s'est suicidée après le décès de son partenaire dans un accident de la route. Entre-temps, Hedwig Potast jouait un rôle différent. Elle était entrée comme secrétaire personnelle de Heinrich Himmler en 1936, alors âgée de 24 ans. À partir de 1939, elle devint sa maîtresse reconnue en privé. Elle eut avec lui 2 enfants, nés en 1942 et 1944, qui furent acceptés par Himmler en privé, bien que jamais intégrés à la vie officielle. Potast vivait dans des résidences assignées par les SS, tandis que Margaret Himmler demeurait dans la résidence principale avec la fille légitime, Gudrun. Après la défaite allemande, elle fut arrêtée et soumise à des interrogatoires en 1946. Elle a nié la connaissance des crimes et a déclaré que sa relation avec Himmler était exclusivement personnelle. Elle n'a jamais été poursuivie. Après sa libération, elle s'est remariée et a vécu de manière discrète en République fédérale d'Allemagne jusqu'à sa mort en 1994. Henriette Hoffmann fut une autre figure marquée par son environnement familial. Fille du photographe officiel d'Hitler, Heinrich Hoffmann, elle a grandi à proximité du Führer et de la hiérarchie nazie. En 1932, elle se maria avec Baldur von Schirach, chef des jeunesses hitlériennes, et par la suite gouverneur de Vienne. Pendant la décennie des années 30, elle était considérée comme un modèle de l'idéal féminin nazi, jeune, élégante et faisant partie de l'élite. Elle entretenait des relations étroites avec Hitler qu'elle appelait familièrement. En 1943, lors d'un dîner à Munich, elle osa critiquer ouvertement la déportation des Juifs viennois. Ce geste provoqua une rupture définitive avec Hitler. Bien qu'elle ne subit pas de sanctions formelles, elle perdit de l'influence dans le milieu nazi. Après la guerre, elle fut arrêtée, emprisonnée pendant 4 ans et classée dans la dénazification comme complice du régime. Elle divorça de Chirac après sa condamnation à Nuremberg. Dans l'après-guerre, elle publia des mémoires dans lesquels elle relata sa relation avec Hitler avec un ton ambivalent entre nostalgie et critique. Elle mourut à Munich en 1992. Käthe Dönitz incarnait la discrétion parmi les épouses des dirigeants. Mariée à Karl Dönitz, commandant de la Kriegsmarine, elle évitait toujours la vie publique. Quand Hitler le désigna successeur en avril 1945, Käthe devint l'épouse du dernier chef d'État du Reich. Pendant ces jours, elle resta aux côtés de son mari dans le nord de l'Allemagne. Après la capitulation, Karl Dönitz fut condamné à 10 ans de prison à Nuremberg. Käthe, sans charge contre elle, vécut retirée à Hambourg jusqu'à sa mort en 1962. Sa vie se caractérisait par l'absence de déclarations publiques et par un retrait complet, même après la libération de son mari en 1956. Annie Brandt, épouse de Rudolf Brandt, secrétaire personnel de Himmler, a connu l'une des chutes les plus abruptes. Son mari a été accusé lors du procès des médecins d'avoir participé à l'organisation d'expériences médicales dans les camps de concentration. En 1948, il a été condamné à mort et exécuté. Annie, qui avait connu une stabilité matérielle pendant la guerre, a été stigmatisée par le nom de famille et le souvenir des crimes de son mari. Elle n'a pas été poursuivie et n'a laissé aucun témoignage public. Après l'exécution, elle s'est réfugiée dans l'anonymat, sans descendance connue, et est probablement morte dans les années 70 dans des circonstances peu documentées. Ces femmes, situées entre le privilège et la marginalisation, complètent l'univers féminin du régime nazi. Certaines ont défendu leurs époux et ont maintenu des liens avec les cercles révisionnistes dans l'après-guerre. D'autres ont disparu de la scène publique, cachant leur passé dans un silence persistant. Toutes, sans exception,
ont été marqués par leur proximité au pouvoir et par les conséquences irréversibles d'avoir fait partie de l'entourage intime du national-socialisme.